Voilà. Donc, bonne arrivée à tous, bonne année à tous. Nous sommes en 2026. Voilà, c'est la première session. Nous sommes heureux de vous retrouver après les, les vacances, enfin, les fêtes de fin d'année. Donc, plein succès à chacun de vous, hein, dans toutes vos entreprises. Voilà. Promotion, également dans vos lieux de travail. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. S'il y a de nouvelles personnes entre nous, je suis docteur Kwasi Emilienne, donc je suis médecin spécialiste de santé publique. Je suis chargée de faciliter cette séance. Et donc, sans plus tarder, nous allons vraiment donner la parole à quelques membres de la communauté, hein, pour saluer et se présenter aux autres membres de la communauté. Nous allons donc commencer par ceux qui ont les caméras ouvertes. Sékou Condé. Aujourd'hui, c'est l'équipe du Mali qui est à l'honneur. Donc, on comprend bien que il y a beaucoup de participants venant du Mali. Sékou Condé, ouvrez votre micro. Bonjour. Voilà. Bonjour, Allez-y. bonjour, Bonjour. docteur Kwasi. Excusez-nous, en fait, c'est docteur Sidibé, OK. le présentateur. Voilà, maintenant, ma machine a un petit problème de Ah, dernière minute. d'accord. Donc, j'ai utilisé celle de mon collègue docteur Kondé Segou. D'accord. Allez-y, présentez-vous et puis donnez la parole aussi à votre collègue pour qui se présente également. D'accord, donc je suis docteur Bamoudi Sidibé, DS au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU du Plongée. Donc, c'est notre Merci. présentateur du jour. Donc, laissez la Oui, parole, on vous envoie des applaudissements. On laisse la parole à d'accord. votre collaborateur, collègue qui se présente également. Il peut Parlez, s'approcher. parlez juste. Alors, bonjour. Moi, je suis Bonjour. Samba Lamine Sissé. Je suis programme associé à UCRC, University Clinical Research Center. D'accord. Merci beaucoup d'être venu au secours de notre champion, hein, de ce jour. D'accord. Donc, je vais vous inviter à écrire dans le chat, hein, le nom de votre Envoyez. collaborateur, le nombre de personnes dans la salle, hein, écrivez, et les personnes qui sont dans la salle, écrivez dans le chat le nom et puis les adresses mail comme ça. On pourra vous inviter pour les prochaines sessions. Merci beaucoup. Et donc, personne n'a sa caméra ouverte. Par contre, j'ai une belle photo qui me regarde. Salimata Fall Koulibaly. Bonjour. Allô, oui, bonjour. Comment vous Euh, allez présenter-vous? je vais bien, je m'appelle Salimata Fall Coulibaly, je suis d'origine malienne, médecin de famille vivant au Canada. D'accord. Ah, c'est Ça, parfait. nous sommes heureux de vous accueillir. C'est la première fois. Oui, c'est la première fois, j'ai été invitée par le professeur Songalo Dao. D'accord. On envoie des cœurs. Voilà. En tout cas, bonne arrivée dans la communauté éco-Covid long. Voilà. Merci. On espère apprendre de vous également, hein, par rapport à vos expériences au niveau du Canada. Voilà. Ouais. Les réalités sont différentes de l'Afrique, mais c'est bon Oui, aussi d'apprendre ce qui se passe ailleurs. Merci beaucoup de votre présence. merci. Je m'excuse par rapport à la caméra, il fait tôt chez nous et je suis au boulot. D'accord. OK. Ouais. Il n'y a pas de souci. Je serai avec vous Ouais, jusqu'à... D'accord. Merci beaucoup. OK. On va passer à docteur Ténin Christine Keita. Aujourd'hui, le Mali va battre le record, hein.
Dr. Tene Christine Keita, si vous m'entendez, ouvrez votre micro pour vous présenter à la communauté. Bonjour, Bonjour, oui, allez-y. c'est Dr. Tene Christine Keita. Je suis infectiologue malienne, mais depuis quelques mois, je suis venue rejoindre ma famille en France. D'accord. Oui. OK. Pour toujours? Euh, bon, pour le moment. Pour le moment, d'accord. En Oui. tout cas, bon séjour en Merci France. beaucoup. Et puis, bonne arrivée dans la communauté ECHO. Voilà. Merci. On vous envoie des cœurs. Et Merci. nous disons merci au professeur Soukalo. Également, on peut envoyer des cœurs à professeur Soukalo parce qu'il a été décoré par son pays. Donc, envoyons des cœurs pour lui. On espère qu'il va nous rejoindre. Voilà. Il fait du bon travail au Mali et l'État du Mali a été reconnaissant au professeur pour tout ce qu'il fait pour son pays et également pour l'Afrique, puisque grâce au professeur Soukalo aujourd'hui, nous allons échanger pour cette première session autour d'un cas, voilà, très intéressant tout à l'heure. Donc, on va continuer la présentation. Luzuna Joe. J'espère que c'est de la Côte d'Ivoire, parce que tous ceux qui s'appellent Lou, c'est les gourous de la Côte d'Ivoire. Donc, on espère que c'est une Ivoirienne. Docteur Lou Zunanjo. Voilà. Vous confirmez ce que j'ai dit? Bonjour. Oui, Présentez-vous. bonjour docteur. Je suis OK. effectivement docteur Jolou Zounan Rita de la Côte d'Ivoire, D'accord. précisément de Zienoula, donc Gouro. Alléluia. Soyez la Euh, bienvenue. ok, merci. Je suis Cessas, adjoint à la direction régionale de la Ngébi-Tiassa. OK. Merci Et je suis beaucoup. avec vous pour la première fois. D'accord. OK. Donc, on envoie des cœurs pour vous. Et on se donne rendez-vous après la session, bien sûr, hein, demain pour votre première session, n'est-ce pas? D'accord. Oui, oui, c'est ça. OK. Donc, on reste à l'écoute. Merci beaucoup. Ensuite, je vois Ibrahima Oudou. Oh, il vient de fermer sa caméra, mais j'ai vu son visage. Docteur Ibrahim Oudou, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ibrahim Oudou, vous pouvez vous présenter? Bon, il est parti. D'accord. Il faut qu'on ait quand même un homme. On a entendu, c'est vrai que Docteur Bamodi, vous pouvez arrêter votre partage. On n'est pas encore arrivé. Voilà, vous pouvez arrêter le partage. Donc, on va présenter quelques membres de l'équipe qui conduit ce programme. On a le professeur Kra Oufoué qui est le président du comité scientifique connecté. Bonjour, professeur. Professeur, votre micro. Voilà, c'est ça. Donc, bonjour, docteur Kwasi. Bonjour, chers membres de la communauté. Ça fait beaucoup de plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour cette session avec l'équipe de mon ami et frère, professeur Soukalo du Mali. Et je vous souhaite encore, à la suite du docteur Kwasi, de passer une bonne et heureuse année 2026 dans la paix et surtout dans la santé. Voilà. Merci. Merci beaucoup, professeur. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de vous rejoindre. Quelques membres, docteur V, si tu es là, de l'équipe qui coordonne ce programme. Docteur V, si tu es présente, bonjour. D'accord, il était là tout à l'heure. Je crois qu'elle nous a quittés. Ensuite, les techniciens vont se présenter. Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté éco-vigilant. Je m'appelle Moussa Konaté, je suis IT Super Eco, INSP en Côte d'Ivoire. Je souhaite la bienvenue à tous pour cette session introductive de 2026.
Et j'espère qu'on sera encore plus nombreux, tous ensemble, pendant toute l'année 2026. Donc, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je vois l'un des experts du comité, professeur Ali Boulaboula de la RDC. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur Kwasi. Je salue aussi le professeur Oufouet, comme aussi d'autres membres qui viennent de s'ajouter et qui viennent pour la première fois. Je suis heureux de participer à cette première session de l'année 2026 et vraiment c'est un souhait, comme le président l'a dit, que ce soit un succès encore une fois, comme l'année passée. Merci. D'accord. Oui. On espère bien avec l'aide de Dieu. Merci beaucoup, professeur. Et grâce à votre présence, à vos interventions, donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une bonne équipe mobilisée du côté du Mali. Donc, nous allons inviter tous ceux qui nous ont rejoints, vu qu'on n'a pas assez de temps, de bien vouloir écrire vos noms, votre pays, votre adresse mail dans le chat. Voilà, comme ça, on va faire un peu le point et puis vous intégrer dans la plateforme. Donc, sans plus tarder, nous allons présenter rapidement l'agenda. Voilà. Vous pouvez faire le partage de l'agenda, s'il vous plaît. OK. Donc, aujourd'hui, pour cette première session, nous avons déjà commencé la présentation des participants. Et donc, après la présentation des participants, nous sommes en train de présenter l'agenda. Et après l'agenda, nous allons présenter le contenu pédagogique de ce programme de 2026, donner les consignes et puis annoncer le thème du jour. Après cela, nous allons passer à la présentation de cas. Voilà, parce que le modèle éco, c'est vraiment l'apprentissage sur des cas. Nous allons passer à la présentation de cas, suivi d'échanges, de clarifications, de recommandations, vraiment pour apprendre davantage. Et ensuite, on va peut-être laisser la parole à l'expert du jour de nous faire, de donner de petits topos, hein, petite présentation didactique, orale ou bien en présentant, si c'est possible. Et puis, nous allons terminer par la clôture et faire un sondage à la fin de la session. Donc, on va rappeler quelques consignes. C'est de vraiment fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, parce que par moment, on s'oublie et puis le micro est ouvert, on peut entendre ce que vous êtes en train de dire, peut-être qu'il est privé. Donc, assurez-vous que votre micro est fermé lorsque vous n'avez pas la parole. Gardez votre vidéo allumée ou bien caméra allumée tout au long de la session. Hein, si possible, si vous êtes dans une bonne zone, parce que souvent la connexion fait un peu défaut. Lorsque vous voulez vous présenter, vous activez votre micro, vous donnez votre nom, votre organisation, votre lieu de travail. Lorsque vous avez la parole, gardez, si vous avez votre téléphone auprès de vous, mettez-le en mode silencieux. Ensuite, essayez de trouver un endroit où la connexion est bonne pour pouvoir suivre la séance tout au long de cette session. Et pour pouvoir poser des questions, il faut lever la main, soit avec la main comme ça, ou bien soit vous utilisez l'icône lever la main. Donc, cette séance est une séance qui doit respecter la confidentialité. Nous présentons des patients et donc on doit s'assurer que nous n'allons pas divulguer d'informations pouvant nous permettre de retracer le patient qui sera présenté. Suivant. Donc, pour les problèmes de Zoom ou bien si vous n'entendez pas le son, vous pouvez écrire dans le chat, hein, poser vos préoccupations dans le chat. Vous allez échanger avec les IT de la séance. Veuillez entrer votre nom et votre organisation, votre adresse mail dans le chat. Ensuite, on veut vous rassurer qu'à la fin de la séance, les présentations seront disponibles sur la plateforme iEco et vous dit que cette session est enregistrée et votre présence vaut consentement à être enregistrée. Diapo.
Nous sommes à une formation, donc il y a une attestation de participation qui est délivrée tout juste après la séance lorsque vous participez au sondage. Donc, si vous prenez part au sondage, dans les semaines qui suivent, vous aurez votre attestation de participation. Nous sommes dans un programme de formation et donc on génère des données. Ces données sont utilisées pour faire des enquêtes, faire des communications, tout en respectant vraiment vos données personnelles qui restent confidentielles. Merci beaucoup. Ce sont quelques consignes que nous voulons rappeler pour une bonne tenue de cette séance. Et donc, sans plus tarder, nous allons présenter rapidement ce programme puisque c'est la première session. Voilà, et il y a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Il faudrait qu'elles sachent qu'est-ce que nous faisons et puis comment est-ce que, voilà. Donc, je vais me mettre en mode Yoruba. Voilà. Donc, cette formation est adressée aux acteurs de santé de l'Afrique francophone et c'est un programme qui s'appelle ECO Covid long, puisqu'il s'appuie sur le modèle ECO. L'objectif d'apprentissage, c'est vraiment de renforcer les capacités des acteurs par le biais de partage de bonnes pratiques dans la gestion des affections post-COVID-19. Le contenu pédagogique, l'approche, nous faisons des cas cliniques. Ce sont vraiment des pratiques réelles, des cas cliniques ou cas pratiques, des études de cas, des témoignages, des présentations didactiques. Et nos séances sont virtuelles, comme aujourd'hui, chaque 3 semaines, d'une durée de 1 heure à 1h15 de séance. Nous aurons au moins 15 séances dans l'année. Donc, nous démarrons aujourd'hui le 12 février et comptons terminer le 12 décembre 2026. Et ce programme est conduit par un pool d'experts africains, avec plusieurs spécialités. Les thématiques qui seront abordées, la thématique principale, c'est vraiment le COVID long, mais nous n'allons pas rester sur le COVID long. Nous pourrons aborder selon la situation du moment. Nous pouvons aborder des maladies à potentiel épidémique. Nous pouvons également revenir sur la COVID-19, c'est le cas aujourd'hui. Et puis, nous avons des évaluations pour ce programme, des feedbacks post-session, c'est-à-dire tout juste après la séance, nous faisons un feedback qui vous permet d'apprécier la session du jour. Donc, et après, à la fin du programme, on peut faire une évaluation globale. On va faire une évaluation globale. Et cette formation, elle est certifiante. Voilà, les critères d'obtention du certificat, c'est d'avoir au moins 75% de participation aux sessions et 100% de participation au feedback. Donc, voilà un peu rappelé, voilà, le programme de cette année 2026, tout en vous souhaitant une bonne rentrée 2026. Voilà. Donc, merci à tous. Sans plus tarder, donc le thème du jour, aujourd'hui, le thème du jour. Oui, il y a une question. Oui, allez-y. Allez-y, docteur Tenet, pour votre question. Non, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. Désolée. D'accord, ok. Merci. Docteur Lou Zuna, vous avez une question? Allez-y, ouvrez votre micro. Docteur Lou, vous avez la main levée. J'ai pas levé la main, c'est une erreur de manipulation. Ah, d'accord. Autant pour nous. Waouh, aujourd'hui, nous avons enregistré de grosses têtes. Waouh, waouh, waouh. Des chers maîtres, ils sont présents. Je vois professeur Bissangene. Bonjour, professeur. Professeur, ouvrez votre micro pour saluer la communauté avant que nous ne continuions. Bonjour, professeur. Ouvrez votre micro.
Au bas de votre écran, au bas de votre écran à gauche. Voilà, c'est bon. Bonjour, professeur Bissanyile. Voilà. Allez-y. Professeur, on vous entend. Ah, là, je Allez-y. fais quoi? Dis pas. On vous entend. Ah, oui, non. Ah, bon. Ok, ok, ok. Merci, merci. Je viens Allez-y, de professeur. le Bonjour, présentez-vous. prendre. Ben oui, moi, je suis le professeur Emmanuel Bissaïné d'Abidjan. J'ai vu pendant un certain temps des conférences sur le Covid long. Comme je ne sais pas bien le contenu, donc je me suis inscrit aujourd'hui pour D'accord. venir écouter la conférence. Donc vraiment, D'accord. je viens pour m'inscrire, pour donner des leçons, mais je viens vraiment pour apprendre à connaître D'accord. mieux le Covid. Et c'est d'une D'accord. façon générale, on dirait le Covid, mais maintenant, il y a des aspects particuliers qu'on ne maîtrise plus du tout. Donc je viens pour m'inspirer de cette expérience-là. Merci D'accord. beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je tiens à signaler que le professeur Bissanyene est le président du comité scientifique du programme Éco-Paludisme que nous allons lancer la semaine prochaine. Donc, en tout cas, nous sommes heureux de vous compter parmi nos professeurs. Il y a également professeur Kraoufoué qui est là, professeur Soukalo du Mali qui est là, professeur Ali Boulaboula de la RDC Oui. qui est là. Donc, voilà un peu le pléthore d'experts présents aujourd'hui. Bonjour, cher maître, professeur Bissanyile. Bonjour, Heureux professeur. de vous voir Salut. à cette séance session. Et encore une Merci. fois, bonne heureuse année. Merci beaucoup. Merci Donc, beaucoup. d'accord. Donc, nous allons poursuivre. Le thème de ce jour, c'est grâce au professeur Soukalo, hein, qui dit une maladie peut en cacher une autre. Un C'est cas de ça. COVID-19 d'allure de grippe saisonnière. Et donc, nous allons donc découvrir cela avec notre champion du jour, Dr Sidibé, à qui nous allons permettre de faire son partage et de présenter le cas clinique qu'ils ont reçu au niveau du CHU Point G du Mali. Donc, Dr Sidibé, vous avez toute la place pour présenter votre cas. Il y a un autre ordinateur ouvert dans la salle. Vous pouvez le mettre sous silence. Vous pouvez diminuer, couper carrément le volume de l'autre ordinateur, ou bien s'il a des écouteurs, il peut écouter à travers les écouteurs. Donc, en attendant, on invite tous ceux qui nous ont rejoints. Si vous êtes plusieurs dans la salle, vraiment, il serait intéressant d'écrire le nom de ceux qui sont dans la salle dans le chat, pour que nous puissions en tenir compte dans la comptabilité par rapport au taux de participation. C'est important pour nous. Également, c'est important les évaluations qui sont très importantes. Si vous participez au sondage, vraiment, ça encourage, ça permet de continuer ce programme. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de participation, on sera obligé d'arrêter le programme alors que ce n'est pas vraiment notre souhait. Nous avons créé une famille. Nous sommes heureux à chaque fois de nous retrouver avec vous pour apprendre des uns des autres. Docteur Sidibé, c'est bon? On peut y aller? Ouvrez votre micro si c'est bon. Bonjour, professeur Bissanyile, bonjour, professeur Kraoufoué, professeur Boulaboula et tous les autres. C'est un plaisir réel pour moi de participer à cette session, surtout cette fois-ci avec la présence de notre maître, docteur Sidibé. Ça, c'est le maître des maîtres.
Voilà, c'est le maître du maître qui est là aujourd'hui, le professeur Emmanuel Zaki, que vous connaissez lors de l'animation du deuil du BA du Bamako d'ailleurs. Donc, c'est un plaisir énorme de l'avoir avec nous, et avec lequel nous avons appris l'infectiologie. Cher professeur, recevez mes salutations cordiales. Que Dieu vous bénisse et que vous garde longtemps près de nous. J'espère que le professeur Bissagné a entendu. Vous avez les bénédictions du professeur Sonkalo. Voilà, donc, on peut y aller. D'accord. Merci, cher maître, pour la parole. Et bonjour, cher maître, chers collègues, chère assistance. Bonjour. Nous sommes Dr Bamoudi Sidibé, DS au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU du Pongé. Avant tout propos, permettez-nous de rendre grâce à Allah qui nous a permis de voir ces jours et remercier très sincèrement notre cher professeur Sonkalo Dao pour tout ce qu'il fait pour le Mali et en particulier le Mali, en général, toute l'Afrique. Nous le félicitons pour ça. Et pas plus tard que quelques jours, notre très cher professeur vient d'être honoré et être chevalier de l'ordre national. Nous les félicitons. On envoie des cœurs, chers membres de la communauté, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs pour ça. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter un cas de COVID-19 d'allure de grippe saisonnière. Vu l'importance du thème, nous avons jugé nécessaire de vous faire part de cela. Alors, le cas concerne un patient de 57 ans. Il est marié avec une femme et il est père de 4 enfants. Et il exerce dans un secteur privé. Alors, il est hypertendu connu et diabétique également, mais en soins réguliers. Alors, cette comorbidité est bien maîtrisée. C'est un malade qui est discipliné. Comme antécédent chirurgical, il n'a jamais été opéré. Et le statut sérologique antirétroviral et rétroviral, disons, est négatif. Alors, le malade nous a consulté le 5-12e mois 2025 et pour un syndrome pseudogrippal. Son indice de Karnowski était à 90%. Comme histoire de la maladie, le début de la symptomatologie remonterait au 3-12e mois 2025, est marqué par une asthénie, des courbatures très prononcées, et des frissons, une fièvre non quantifiée et des frictions. Donc, devant cette symptomatologie, il a consulté dans une clinique de la place où un traitement antipaludique et surtout de la grippe, parce qu'au départ, tout portait à croire que c'était une grippe. Donc, il a reçu un traitement antipaludique et de la grippe dans cette structure sanitaire. Alors, devant la non-amélioration de ces précédents signes, au bout de 72 heures plus tard, après que le traitement est instauré, associé à l'adjonction d'une toux aiguë à expectoration blanchâtre, le patient vient au service des maladies infectieuses tropicales du CHU du Pongé pour une meilleure prise en charge. Alors ici, il faut croire quand même que malgré le traitement de la grippe et du paludisme qui a été instauré à la clinique, il n'y avait pas d'amélioration du tout. Alors, au service des maladies infectieuses, notre examen, notre anamnèse et l'examen physique nous a permis de faire un regroupement syndromique. Nous avons retrouvé chez le patient un syndrome pseudogrippal qui est constitué d'une asthénie très prononcée de courbature de céphalée, une rhinorrhée, une congestion nasale, une fièvre à 38,8 degrés Celsius, des frictions, une toux aiguë. Alors, il y avait aussi un syndrome infectieux, la fièvre a été précisément dite. Il y avait la tachycardie à 110 battements par minute et une fréquence respiratoire 24 cycles par minute. Alors, dans notre démarche diagnostique, devant ces signes et syndromes, nous avons évoqué, bien évidemment, l'hypothèse diagnostique de la COVID-19, l'hypothèse diagnostique de la pneumopathie à virus respiratoire syncytial et également l'hypothèse de pneumopathie bactérienne non tuberculeuse. Donc, nous avons demandé pour étayer ces diagnostics des examens complémentaires, à savoir la RT-PCR
COVID-19, la PCR, virus respiratoire syncytial, et l'examen cytobactériologique de l'expectoration. Devant les mêmes symptômes, nous avons aussi évoqué l'hypothèse du paludisme simple, effectivement, devant le contexte endémique, et également de la dengue classique. Donc, sur place, nous avons fait le TDR paludisme et également le TDR de la dengue. Alors, tous ces deux TDR sont revenus négatifs. Et concomitamment, le prélèvement de la RT-PCR avait été fait, disons. Les résultats nous est parvenu positifs à la date du 6-12e mois 2025. Alors, l'hypothèse le diagnostic, disons, de la COVID-19 a été retenu devant les syndromes pseudogrippal, les syndromes infectieux et également la RT-PCR COVID-19 qui est revenue positive. Donc, le patient a été mis en isolement avec les mesures barrières, la vitaminothérapie à base de la vitamine C et également de l'azithromycine 500 mg. Alors, devant les autres hypothèses, à savoir la pneumopathie bactérienne, la pneumopathie bactérienne non tuberculeuse et la pneumopathie à virus respiratoire syncytial n'ont pas été retenues devant la RT-PCR qui est revenue négative. Le paludisme et la dengue aussi n'ont pas été retenus devant le TDR qui sont revenus négatifs. Alors, chère assistance, nous avons retenu comme diagnostic la COVID-19 avec comorbidité, hypertension artérielle et diabète bien contrôlé. Il est à reconnaître que l'évolution a été remarquable, spectaculaire si je peux me permettre, sous traitement bien conduit, il y a eu la disparition du syndrome pseudogrippal, également la disparition du syndrome infectieux, de la toux et de la négativation de la RT-PCR que vous pouvez constater ici. Voilà, nous avons la RT-PCR qui est revenue négative, la date du 19-12e mois 2025. Alors, nous vous remercions. C'est le cas que nous voulons vous faire part et nous passons la parole à notre cher maître, professeur Sunkalo. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. On peut envoyer des signaux à notre présentateur de cas. Merci beaucoup, docteur. Donc, nous allons résumer simplement ce cas. Et après, nous allons passer aux échanges, puisque c'est un cas de partage d'expérience. Donc, il s'agit d'un patient de 57 ans, voilà, qui est hypertendu, connu, diabétique, qui est suivi. Ensuite, qui a présenté un syndrome grippal et infectieux, qui a eu un traitement antipaludique, antigrippal pendant 72 heures dans une structure de la place. Et devant la persistance des signes, surtout des signes à type de courbature qui étaient très prononcés et du syndrome grippal, le patient est venu au niveau du centre hospitalier. Et ce patient a été pris en charge. Les examens ont été faits, ont été repris. Les TDR ont été faits, TDR palu, TDR dengue. Et la PCR également a été effectuée, qui est revenu positif. Et donc, le diagnostic qui a été retenu face à ce tableau, c'est le diagnostic de COVID-19 sur un tableau de comorbidité diabète HTA. Et le patient a été mis sous traitement, d'abord isolement et traitement sur un traitement. Et on a noté une bonne évolution avec un contrôle de la PCR qui est revenu négative. Donc, voilà, chers participants, résumer ce cas présenté par Dr Sidibé. Dr Sidibé, est-ce que j'ai été fidèle à votre cas? Oui, madame la modératrice, vous dites oui. Ok,
Vous pouvez arrêter pour le moment le partage, voilà, et puis on va passer aux échanges. Voilà, donc voici un tableau qui a été présenté, syndrome grippal, confirmé COVID-19. Est-ce qu'il y a des commentaires, il y a des questions, il y a d'autres informations que vous voulez avoir sur concernant ce patient? Et puis, est-ce que vous avez des questions de clarification à poser après cette présentation? Et après cela, on va passer aux recommandations. Oui, docteur Tenet? Merci pour la parole. Je voudrais remercier le présentateur pour la présentation qu'il nous a faite de ce patient, qui a été vraiment bien faite. Je voulais savoir si le patient à son arrivée, comment était sa saturation, si le patient était bien saturé et avec la tachycardie, avec la tachypnée, s'il y avait une détresse respiratoire qui était là ou pas. Merci. Merci beaucoup, docteur. Docteur Sidibé, vous répondrez au fur et à mesure. Oui, merci, Madame la modératrice. Merci à notre chère aînée, docteur Aînée Christine, pour l'intérêt accordé à la question et sa question de savoir s'il avait une détresse respiratoire à l'admission. Et effectivement, nous avons pris la saturation. La saturation était normale. Et il n'y avait pas aussi un syndrome de détresse respiratoire franc. Voilà, donc c'est ce que nous pouvons dire concernant sa question. Merci. Merci beaucoup. Oui, je vois docteur V. Merci beaucoup, docteur Kwasi. Merci au professeur pour cette brillante présentation. Je voudrais savoir s'il y avait une notion de perte du goût et perte de l'odorat, agueusie, comme on le voit souvent dans les Covid longs. Merci. Merci beaucoup. Docteur Sidibé. Merci pour la question et l'intérêt accordé à la question. Alors, c'est ce qui était beaucoup plus paradoxal parce qu'on sait que très souvent, dans les cas de COVID-19, il y a une perte de goût et voilà, qui oriente très facilement vers cette COVID-19. Mais pour notre patient, il n'y avait pas une notion de perte de goût. Voilà. Donc, il n'y avait pas cela. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Docteur Ali Boulaboula, les participants ont posé des questions. Hein. Il y a eu l'isolement du patient. Vous n'êtes pas curieux de savoir tout ça? Comment ça s'est passé? Le professeur? Oui, merci, docteur Kwasi, pour la parole. Je félicite notre confrère docteur Sidibé pour la concision et la présentation de ce cas. Un joli cas, pas pour l'avoir sur soi-même, mais pour étudier comme nous le faisons. Alors, je m'intéresse à la prévention. J'ai entendu le mot isolement, c'est déjà bien, mais le patient a transité par une structure sanitaire avant d'arriver dans votre service. Est-ce qu'il y a eu un effort de suivi en famille chez lui et là où il a transité pour savoir s'il n'y a pas eu des cas de contamination? Bien sûr, notre patient présentait les éléments, l'âge de 57 ans et il a une comorbidité diabétique et hypertendue. Vraiment, il présentait, c'est une personne à risque. Mais est-ce que ce cas pouvait être contaminé d'autres, quel que soit l'âge? Voilà ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Donc, effectivement, nous avons abordé le sujet et effectivement, c'est très important. D'où, au niveau des recommandations, nous avons formulé certaines recommandations qui seront édictées par notre professeur. Alors, c'est très important, dès le premier contact, pour un malade qui présente le syndrome pseudogrippal, de toujours garder un œil sur effectivement la COVID-19. Parce qu'après, ça va être quand même difficile, puisque quand un malade COVID rentre dans une structure de santé, donc
peut rencontrer plusieurs personnes. Alors, finalement, après, ça va être difficile de recenser avec beaucoup plus de précision les personnes contacts. Néanmoins, quand même, sa famille, alors nous avons effectivement abordé le sujet et puis pour faire le test de ces cas. Mais aucun membre de sa famille ne présente pour le moment des signes en travers de la COVID-19. Aucun membre de sa famille. D'accord. Voilà. Merci. OK. Donc, tout à l'heure, pendant les recommandations, tous ceux qui ont posé des questions, des clarifications pourront faire des recommandations s'il y a des bonnes pratiques à ajouter. Oui, Emilienne Mbou. Voilà, mon homo. Oui, oui, Bonjour. docteur. Bonjour, docteur, je suis là. Oui. Bonjour, chers Vas-y. maîtres. Bonjour, chers membres de la communauté. Je pense que le professeur Ali a pris ma première question parce que je voulais savoir si on a investigué au sein de la communauté. Et également, est-ce qu'on a fait la recherche TB pour épargner une quelconque tuberculose sous-jacente? Et le patient, dans les signes qu'il présentait, est-ce qu'il y avait la dyspnée à l'effort? Parce que vu sa tachycardie, sa tachypnée et sa toux avec expectoration blanchâtre, je pense qu'on aurait dû investiguer plus. OK, merci au maître d'avoir répondu à la question du professeur qui me permettait d'avoir des éléments de réponse aussi. Portons-nous bien, je suis ravie d'être là. C'est depuis le continent Anga, Cameroun. Oui, enchanté. Nous sommes aussi ravis de t'avoir et d'apprendre auprès de toi. Oui, docteur, notre champion, a quelques éléments de réponse. Merci beaucoup pour la question. Et effectivement, voilà, ici, nous avons une toux aiguë. Donc, c'était une toux d'alerte aiguë. Donc, nous avons jugé quand même nécessaire de parler d'une pneumopathie bactérienne non tuberculeuse et les autres causes d'une toux aiguë. Alors, nous avons aussi gardé un œil sur la tuberculose parce que nous savons que dans notre zone, la tuberculose est beaucoup plus fréquente. Mais heureusement qu'avec l'évolution, voilà, l'évolution, comme je l'ai dit, était spectaculaire. Voilà, maintenant, du fait que la toux était aiguë, c'était une toux aiguë, donc nous n'avons pas mis au devant l'hypothèse de la tuberculose. Alors, pour ce qui est de la dyspnée, effectivement, le patient ne présentait pas de dyspnée à son admission. Il n'y avait pas la dyspnée. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Oui, professeur Kra, on va vous prendre en dernière position. Hein. Oui, docteur Salimata. Oui, bonjour tout le monde. J'avais une question. Est-ce que docteur Sekou vous avez pensé à une sinusite aiguë par rapport aux symptômes, la fièvre, la toux rhinorrhée et tout ça? Avez-vous pensé à une sinusite? Merci beaucoup pour la question. En fait, voilà, pour un malade qui vient avec des signes respiratoires avec un syndrome pseudo-grippal, bien évidemment, nous avions pensé également à cette sinusite, mais sauf qu'à l'examen physique, les sinus étaient sans particularité. Et voilà, donc du coup, nous n'avons pas quand même émis l'hypothèse d'une sinusite. Mais il faut voir quand même qu'à l'examen physique, les sinus étaient sans particularité. Il n'y avait pas de douleur à la palpation, ni rien. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est un cas intéressant, hein? Oui. On est dans la période des méningites. D'accord. Professeur. Bien pour le professeur. Professeur Kra. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais juste me demander au docteur, parce que ici, chez nous, on avait quand même des recommandations nationales. Et dans ce cas de figure, un patient qui a déjà deux signes de comorbidité importante, l'hypertension et le diabète, bon, il m'a dit qu'il n'y avait pas de syndrome de détresse respiratoire. Mais habituellement, les seuls traitements qui ont bien marché pendant cette COVID, c'était la corticothérapie
un traitement anticoagulant, juste pour ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait. Dans le traitement. Pourquoi La est-ce qu'ils ont corticothérapie mis un anticoagulant dans le traitement, c'est ça? voilà, et puis un traitement anticoagulant. Pourtant, on vous entend faiblement. Je disais que la corticothérapie et puis le traitement Mhm. anticoagulant. D'accord. Vu le tableau de comorbidité, donc le procès, d'accord. Vous voulez savoir si vous avez mis une corticothérapie et un anticoagulant dans le traitement. D'accord. Merci pour la question. Donc, pour ce qui est de savoir si nous avons prescrit un anticoagulant. Alors, pour ce cas, le malade a un indice de Karnowski à 90%. Donc, en fait, c'est un malade qui est plus ou moins autonome. Donc, il n'était pas tout le temps alité. Voilà, donc, nous n'avons pas jugé nécessaire de mettre un anticoagulant. Voilà, il avait un indice de Karnowski à 90%. Donc, il faisait peut-être un peu plus ses activités lui-même. Voilà, donc nous n'avons pas jugé de mettre un anticoagulant. Merci beaucoup. D'accord. Ok, docteur Farhan Ali, et puis après, on va passer au professeur Bissagné. Docteur Farhan, vous avez la main levée, vous avez une question, non? Moi, j'ai posé la question. Non, docteur Farhan Ali, à la main levée. D'accord, on va passer au professeur Bissagné en attendant que... Ok, je pense que c'est bon Oui, avec bon, docteur Farhan. Allez-y. oui, oui, bonjour. Bonjour. Je remercie au docteur Bamoudi de nous avoir présenté ce cas clinique. Effectivement, le COVID-19 est une pathologie, une maladie vraiment de notre siècle, où on doit vraiment bien connaître, apprendre de nos quotidiens et avancer pour voir. Donc moi, en fait, je voulais intervenir sur des choses en dehors de la PCR réalisée. Qu'en est-il des bilans? Est-ce que l'équipe a réalisé un scan thoracique ou bien une imagerie quelconque? En dehors, tout à l'heure, j'ai écouté qu'il y avait un participant qui avait soulevé la... Allô? Continuons dans ces mêmes volets. Une spirométrie a été demandée pour voir aussi. Des Covid aussi. Voilà. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Donc, docteur Sidibé, est-ce que vous avez envisagé d'autres examens en dehors de la PCR, notamment un scanner, une spirométrie? C'était la question de docteur Farhan Ali. Merci beaucoup à notre collègue du service, docteur Ali Farhan. Alors, effectivement, nous avons demandé d'abord une radiographie, dis-moi, minimum une radiographie thoracique de face. Donc, ça avait été demandé. Bon, le malade, quand même, n'a pas pu réaliser. Voilà, il n'a pas réalisé cette radiographie du thorax parce que c'était important aussi d'avoir au moins un cliché thoracique. Donc, c'est dans cette lancée que nous avons demandé également cette radiographie du thorax. Merci. Ok, d'accord. Et pas de spirométrie, hein? Non. Non. D'accord. Ok. Donc, professeur Bissagné, votre question de clarification? C'est vraiment un cas très intéressant. Professeur Bissagné, votre micro. Oui, ouvrir votre micro, professeur. Vous avez la main levée. D'accord. Bon, en attendant que le professeur arrive à ouvrir son micro, docteur Emilienne veut revenir. Ok, professeur, c'est bon? Oui. Allez-y. Votre question de clarification. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Kwasi.
Je voudrais d'abord remercier le présentateur, notre champion de ce jour, pour la qualité de sa présentation. Alors, dire que, bon, il y a beaucoup de temps que j'avais laissé un peu quelques activités sur le Covid. Je pense que c'est une présentation qui est très intéressante. Alors, quand on regarde les antécédents de ce patient, on sait que c'est les pathologies qui sont souvent associées à la survenue du Covid, l'hypertension artérielle et puis le diabète, qui sont des maladies à évolution chronique. Donc, on sait très bien que les antécédents sont des facteurs favorisant le Covid. On a également voulu chercher si le patient présentait un cas de paludisme. Et on a fait des TDR qui sont habituellement plus accessibles que la goutte épaisse. Mais étant donné qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interprétations, du moins des résultats que fournissent les TDR, est-ce que le fait de dire que le TDR est négatif nous permet d'écarter définitivement le cas de paludisme? Ensuite, dans le traitement, ils n'ont pas mis de molécules particulières qui puissent vraiment améliorer et rendre les résultats des PCR qu'ils avaient faits au début et puis des PCR qui sont devenus négatifs à la fin de ce traitement. Alors, ce traitement, je ne sais pas comment il a pu agir pour arriver au résultat de PCR négatif. Il n'y a pas de corticothérapie, il n'y a pas de traitement anti-Covid dessus. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas comment il a pu avoir les résultats qui sont négatifs à la fin du traitement. Voilà mes préoccupations. OK. Après, Sidibé. Merci, cher maître, pour la parole et la qualité de la question. Voilà. Maintenant, par rapport au cas de TDR palud, en fait, comme nous savons que la goutte épaisse aussi, elle est opérateur dépendante, et puis nous avions sous la main des TDR, effectivement, c'est des TDR génotypiques. Hein. Voilà, c'est des TDR qui peuvent détecter toutes les 5 espèces de plasmodiales. Donc, c'est ce genre de TDR que nous avons utilisé et qui ont une très bonne sensibilité, une bonne spécificité. Voilà, donc, après, pour le traitement, nous avons quand même associé de l'azithromycine 500 mg. Bon, pourquoi nous n'avons pas mis les corticothérapies? Parce que voilà, il n'y avait pas de dyspnée, il n'y avait pas également de désaturation. Donc, nous sommes abstenus de mettre ça, de mettre juste la vitaminothérapie, l'azithromycine également, alors voir l'évolution. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons fait. Notre cher maître pour apporter des éclaircissements également. Merci. C'est ça. Donc, tout à l'heure, je pense qu'il y a des questions qui passent le présentateur de cas, sur pourquoi il est venu présenter le cas. Donc, on va adresser ces questions-là à l'expert tout à l'heure. Et donc, on va peut-être donner la parole à l'expert. Voilà, à professeur Soukalo, s'il a des questions, s'il a des éléments de réponse par rapport à ce cas. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, ça fait plaisir d'avoir 58 participants avec un passement de taille, de mètres. Merci beaucoup. Alors, c'est un cas que nous avons voulu présenter pour des leçons à tirer, des leçons très importantes et des leçons qui inquiètent aussi en même temps. C'est ça. Quand on voit le parcours de ces patients, on se dit que la fin de Covid n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Ces patients, pour la petite histoire, étaient partis en vacances en France, en Allemagne. Et selon lui, c'est là-bas qu'il a commencé ce tour. Il a lié à l'hiver
Arrivé à Bamako, il a dit non, ce n'est pas le climat, c'est probablement une grippe. Et il s'est promené, allé aux événements sociaux, les baptêmes, les mariages, les accolades, les accolades. Et quand il s'est rendu compte que c'est Covid, il a dit, mais c'est la catastrophe. Il a commencé à imaginer combien de personnes j'ai pu infecter de l'avion à l'aéroport, chez moi-même, dans les baptêmes, les mariages. Heureusement, c'est un patient qui était discipliné, il porte le masque, mais le masque lui-même ne peut pas prévenir le Covid à 100%, étant donné que la façon de le porter dépend. Et le masque chirurgical que les gens portent, après 4 à 6 heures, il est plus efficace. Je vois des gens porter ces masques bleus pendant toute une journée. Les masques deviennent finalement contaminants. On les touche, on les manipule. Donc, c'était présenté dans ce contexte. La dernière question que notre maître a posée, c'était par rapport au traitement. Oui, voilà. Donc, la clairance virale peut intervenir même sans traitement. Le patient, naturellement, il doit se débarrasser de son virus. Mais comme notre maître l'a dit, la négativité même du contrôle des SARS-CoV ne peut pas signifier forcément une guérison. Parce que au début de l'épidémie, ici en 2020, nous avons eu un cas polémique, un cas sur lequel la PCR était négative, mais les malades portaient toutes des lésions de fibrose avec une dyspnée. Et il a demandé à rentrer en France. Nous avons déclaré guéri parce qu'il n'est plus contaminant. À l'aéroport, les journalistes ont fait le bise. Ils ont dit voilà, il y a un premier malade c'est sévère en train de partir en France. Voilà, donc on s'est moqué de nous. Voilà le premier malade c'est sévère. Le ministre a dit bon, alors, sur le plan épidémiologique, il faut classer ça comme guéri. Mais cliniquement, nous ne pouvons pas dire guéri parce que les malades portent encore des séquelles. Donc, naturellement, de façon classique, les patients peuvent se débarrasser de son virus, mais il laisse toujours des séquelles comme le serpent qui mord quelqu'un, le venin est déjà injecté et il va. Mais le traitement anti-Covid qui a été initié ici, c'était l'azithromycine, mais on n'a pas mis de chloroquine. Le malade a dû faire une clearance virale de lui-même comme ça. Et la raison pour laquelle ça nous a réconforté, comme notre maître nous a appris, c'est la clinique. La clinique, c'est vraiment le moteur qui guide. Cliniquement, tout était clean. Tous les paramètres étaient normaux, il n'y a pas de fièvre, la saturation est bonne, la fatigue est partie. Même sans la biologie, on pouvait s'expliquer que c'est mal guéri. La biologie est venue reconforter notre guérison. Alors, nous voulons, s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Alors, ce que nous voulons dire, c'est que pendant la période hivernale, la période de grippe, on a souvent l'impression que la grippe ou le rhume sont des maladies surestimées. Oh, j'ai une petite grippe, hein, tu vois les gens dire, j'ai une petite grippe. Voilà, ça passe. Bonjour, ah, ne me touchez pas, j'ai une grippe. Donc, ça sort, on parle. Mais on doit se rendre compte que tout n'est pas grippe. Hein. Tout n'est pas grippe. Et qu'on doit chercher également les virus influencés, les virus respiratoires syncytiales, on doit rechercher les virus, on doit rechercher le SARS-CoV-2. Je viens de discuter avec nos amis de l'UNSP qui disent qu'ils n'ont pas recherché ces virus. Dans tout un laboratoire, on recherche systématiquement tous les autres virus. Ils n'ont pas cherché ces virus. Donc, on doit savoir aussi que la co-infection est possible. Oui, il y a eu des cas où on a vu des malades qui avaient en même temps le virus grippal et puis le Covid, mais qui ont majoré la mortalité de ces malades. La situation est possible. Donc, pour ces cas, SARS-CoV-2 qui a été isolé. Donc, la première recommandation que nous disons, c'est que en période de grippe, devant une grippe qui ne cède pas en une semaine, professeur, excusez-moi de vous couper. Excusez-moi, on va revenir à vous tout à l'heure, puisque c'est vous qui êtes l'expert du jour.
On va prendre les recommandations des autres membres de la communauté et puis on va revenir à vous. Est-ce que tous ceux qui ont posé des questions par rapport à ce cas vraiment complexe qui a été présenté, est-ce que vous avez des recommandations à faire à l'équipe avant que le professeur ne fasse sa petite présentation et ses leçons apprises? Emilienne Mboutak, voilà. Une recommandation, on n'est plus aux questions de clarification. Formulez votre question de clarification en recommandation. Docteur Emilienne, comme recommandation. J'étais encore dans la question, j'avais une question en suspens. Donc, si on a une recommandation, je sais. Vous pouvez formuler ça, si vous avez tous les éléments, la question c'était quoi? On va passer aux recommandations vu qu'on a un peu pris par le temps. Vous avez besoin d'une information complémentaire par rapport au cas qui a été Oui, présenté? tout à fait, tout à fait. Oui, allez-y. Vu l'évolution spontanée du patient sous traitement, j'aimerais savoir s'il est sorti le même jour. Parce qu'on n'a pas parlé de la sortie du patient. Et est-ce qu'on a fait un suivi post-hospitalisation pour voir si il n'a pas eu à développer un cas de COVID long plus tard? Et aussi, sa tension artérielle au cours de son séjour était... On prie ensemble. Voilà. Je pense que c'était les deux préoccupations. Est-ce que la T est restée élevée au cours du séjour ou bien et la date de sortie avec le suivi post-hospice? Merci. D'accord. Donc, docteur Sylvé, et puis on va passer aux recommandations. Oui, je vais prendre la parole pour dire que ces patients n'ont pas été hospitalisés parce qu'on n'a pas vu des signes de gravité et qu'il est très discipliné, il pouvait s'isoler lui-même à domicile. De toute façon, si il doit avoir du mal, le mal a déjà fait. Hein. Il a fait la période aiguë à la maison, mais rien ne sert de me stresser davantage avec le isolement draconien qui peut le stresser. Et figurez-vous, il prenait lui-même la saturation en oxygène, il nous envoyait heure par heure, souvent 2-3 fois par jour. Et on surveillait pour dire qu'en cas de chute d'alerte, de gravité, on doit répartir. C'est une occasion pour moi de rebondir sur la question de la pharmacothérapie. Bon, l'OMS avait recommandé de ne pas mettre la pharmacothérapie pour le cas de Covid non grave. L'étude Recovery avait montré que ça n'apportait pas de bénéfices supplémentaires pour. Je comprends l'inquiétude du professeur Kra, hein, parce qu'il avait dit comme probabilité géante, le diabète et la sclérose, qui étaient sous contrôle, bien entendu. Mais on pense même qu'il y a certains traitements hypertensifs qui peuvent favoriser le Covid, hein, les Coviram et autres là. Ça peut même favoriser le Covid. Bon, on a juste nécessaire de le surveiller et de bondir sur l'occasion de mettre la pharmacothérapie. Sinon, l'utilisation de corticoïdes chez les patients Covid non graves est très controversée. Certains disent que ça pourrait même augmenter la mortalité après 28 jours. Alors, l'étude de Recovery dit qu'il ne voit pas de bénéfices supplémentaires. En tout cas, il y a des articles qui concluent que la question n'est pas très bien élucidée. Ce qui est très clair, les cas de Covid grave ou critique, corticothérapie tout de suite. Mais les cas de Covid non grave, la surveillance est prioritaire avec l'ajout de la corticothérapie lorsqu'on constate une détérioration clinique. C'est un patient qui a été suivi en ambulatoire et ce n'est pas nous qui avons suivi les contacts. Il y a un service équipe d'investigation qui suit les contacts et c'est eux qui ont mis les contacts en surveillance et on ne nous a pas rapporté des cas de Covid. D'accord. Il y a aussi beaucoup de... Très bien. Je voulais dire au docteur Sekou qu'en fait, parce qu'on n'avait pas cette notion de suivi en ambulatoire. On pensait qu'il était hospitalisé en fait. Voilà. Donc, c'était un traitement en ambulatoire. Voilà. On n'a pas cette notion. Voilà. OK. Donc, on va passer aux recommandations. On est pris par le temps, toutes nos excuses. C'est un cas très intéressant.
qui ouvre la séance. On aura d'autres sessions où on va revenir sur des cas. Donc, est-ce que vous avez des recommandations à faire par rapport à ce cas? Professeur Bissanyene, professeur Kra, professeur Ali Boulaboula. Professeur Ali Boulaboula, une recommandation? Oui, docteur Kwasi. En fait, le professeur avait déjà pris une partie de ma recommandation. Nous sommes en période d'épidémie de grippe un peu partout, et la COVID, la pandémie était déclarée terminée, mais pas la COVID. La C'est COVID ça. est encore avec nous. Donc, il faut appuyer sur la communication des risques. C'est très important. Je conseille à ce que pour les jeunes praticiens et même tous les autres, que la communication des risques pendant cette période d'épidémie de grippe soit vraiment intensifiée. Merci. D'accord. Donc, l'intensification de la communication des risques pendant cette pandémie, cette épidémie de grippe, puisque nous sommes en période saisonnière de la grippe, donc tout est confondu. Et donc, insister sur la communication, notamment le respect des mesures barrières. Voilà. Autre recommandation, professeur Bissanyene? Oui, j'ai une petite... oui. Une petite recommandation à faire, s'il vous plaît. Oui, Vous oui, m'entendez? allez-y, professeur. Oui, on vous entend. Oui, c'est à propos des cas de paludisme. Je pense que les associations du Covid à d'autres pathologies, c'est habituel, c'est fréquemment, c'est habituel. Mais quand on veut éliminer une pathologie infectieuse, je pense qu'il y a des moyens de diagnostic beaucoup plus rigoureux que les TDR. Il aurait fallu faire les examens par la goutte épaisse et le frottis. C'est mieux que les TDR. On connaît les performances des TDR, mais ça dépend de quel type de TDR qu'on aura utilisé. Donc, ça nous permet d'éviter des erreurs pour dire qu'il n'y a pas de paludisme. Il faut vraiment utiliser des techniques plus performantes que les TDR, si on veut dire qu'il n'y a pas de paludisme. Ensuite, dans ce contexte-là également, de pathologies diverses, il faut également faire les examens bactériologiques sur les crachats. Je crois que ça a été fait, je ne sais pas si j'ai eu belle mémoire, mais il aurait été intéressant de voir s'il n'y a pas d'autres pathologies infectieuses telles que les pneumonies, qui sont d'origine bactérienne, qui sont également très fréquemment retrouvées sur des terrains particuliers, en particulier les syndromes grippaux, parce que la grippe elle-même favorise ces complications liées aux infections bactériennes. Donc, élargir un peu. Et puis, quand il s'agit des pathologies associées, nous dirons comment l'hypertension a été gérée quand le malade est hospitalisé, que le diabète a été également géré lors de cette hospitalisation. Et puis, bien sûr, la surveillance, comme on l'a souligné, il faut vraiment maintenir une bonne surveillance pour qu'on soit davantage informé sur ce type de patients qui évoluent sur vraiment des longs parcours. Donc, la surveillance hors hospitalisation est également importante. C'est ça quelques recommandations que je voulais faire. Merci beaucoup, professeur. Et donc, pour ces recommandations. D'autres recommandations? Donc, le suivi hors hospitalisation, puisque le patient est à domicile, donc, il est bon de faire continuer le suivi, pour ne pas que on bascule dans le COVID long. Donc, c'est l'un de nos patients qu'on va suivre, hein. OK, docteur Tenet, recommandation? Merci. Moi, c'est surtout pour continuer à exhorter la communauté à mettre en pratique, à ne pas baisser la main face aux mesures aux mesures barrières de prévention.
le lavage des mains, la distanciation, le port de masque, parce que ça devient, comme ça devient, comment je vais dire, une pathologie de tous les jours, comme la grippe saisonnière, les gens ont tendance à négliger un peu, oui, à négliger un peu maintenant cette infection avec le SARS-CoV-2. Du coup, c'est de continuer vraiment à exhorter la communauté par rapport à ces mesures, qu'ils puissent intégrer ça au fait dans leur quotidien. Merci. Merci beaucoup. Donc, insister sur les mesures. Donc, s'il n'y a pas d'autres recommandations, on va laisser la parole au professeur Sunkalo pour la dernière partie, notamment la leçon apprise et puis la recommandation. Merci, docteur Kwasi. Excusez-moi, ma voix est un peu prise. En fait, le professeur vient d'être appelé il y a 5 minutes de cela pour une urgence. D'accord. Donc, pour projeter, faites la présentation et puis on va, puisqu'il avait déjà fait ses recommandations et puis sa conclusion. Faites le partage et puis voilà. Donc, on va demander au Haïti de mettre le lien du feedback en attendant dans le chat. Donc, aujourd'hui, nous avons eu un bon cas. Voilà. Très intéressant. Donc, qui nous interpelle, hein, que la COVID-19 n'est pas finie. Voilà. Et qu'on doit intensifier la sensibilisation auprès de la population par rapport aux mesures barrières qui nous protègent contre plusieurs pathologies d'ailleurs. Donc, on peut y aller. Si vous avez des soucis, on peut faire le partage à notre niveau, hein. Oui, bon? C'est fait. Le professeur est de retour. Je suis là. D'accord. Donc, faites le partage et puis le professeur va terminer par les leçons apprises et puis les leçons apprises, recommandations et puis sa conclusion. Donc, en attendant, nous invitons les participants à faire le feedback, à participer au feedback. Ça fait partie des critères pour pouvoir obtenir le certificat à la fin de cette formation. C'est bon? Oui. Docteur Kwasi, est-ce qu'on doit projeter, puisque le professeur est là, on doit toujours Oui, faites le partage et commencez à partir de la diapo, à partir des leçons apprises et des recommandations. Le professeur va terminer. Voilà, il va prendre la parole pour la lecture des leçons apprises et recommandations et puis la conclusion. Donc, professeur, on vous laisse toute la place pour pouvoir terminer cette séance. OK. Non, sinon, ça sort chez eux. C'est bon, c'est visible, hein? C'est visible, professeur. Okay, Allez-y. OK, merci beaucoup. Je voulais faire véhiculer quelques messages GLKD sous le contrôle de notre maître, le professeur Sayene. C'est lui qui nous a appris à donner des conclusions succinctes et qui peut demeurer dans le cerveau jusqu'au cimetière. Alors, les praticiens que vous êtes, à chaque fois qu'une grippe se fait caractériser soit par l'intensité des symptômes ou par sa durée dans le temps, il faut penser à quoi. Très souvent, les malades me remarquent que mes épisodes de grippe ont été comme ça. Alors, soit par la durée ou l'intensité des symptômes, les malades me constatent, ça c'est inhabituel. Alors, en ce moment, il faut vraiment penser à COVID. On ne va pas demander aux jeunes de faire systématiquement des tests COVID pour tous les cas de grippe. Au risque d'entraîner une pénurie de tests ou alors créer une sorte de hantise au sein de la communauté. Mais c'est aux cliniciens de dire quand est-ce qu'il faut arrêter de penser grippe, grippe, grippe.
et passer à COVID. Alors, voilà la leçon numéro 1 qu'on a, c'est que vraiment, beaucoup de cas de COVID, de grippe ne sont pas réellement des cas de grippe saisonnière. Alors, maintenant, la deuxième leçon, c'est qu'il y a une banalisation de la grippe. Si on n'a pas vu la première leçon. La première leçon, c'est ça. Si on peut revenir, voilà. Merci. La première leçon, c'est qu'il y a une surestimation de la grippe. On est en train de dire tout est grippe, tout est grippe. Et alors que COVID peut se cacher derrière la grippe. Donc, on demande de rechercher systématiquement, chaque fois, le SARS-CoV et penser à COVID, chaque fois que la grippe passe à un aspect inhabituel. Alors, la deuxième leçon, c'est quoi? C'est que on est en train de voir une banalisation de la grippe. Ici en Afrique, c'est tout. Et on ne prend pas des mesures de précaution. Au moins, on se rend compte que ce n'est pas une grippe simple, c'est la catastrophe. Et imaginez l'itinéraire de ce patient qui a dû contaminer des gens dans l'avion, qui a contaminé des gens dans les baptêmes, dans les mariages. Heureusement, dans sa famille, il n'y a pas eu de contaminants. Et il a même été au travail. Hein. C'est quand on a vu que les tests étaient positifs, on a dit non, tu restes à la maison. Il y a des leçons éthiques quand même. On ne peut pas te laisser aller au travail. Même certains pensent qu'après quelques jours, le cas de Covid n'est plus contaminant, mais il n'y a pas d'études qui tranchent définitivement la question. Il appartient au médecin de prendre des mesures qui s'imposent pour dire de s'isoler, sinon vous rentrez dans un truc médico-légal. Donc, c'est pour dire que la recommandation que nous faisons à tous les patients et même le personnel, c'est qu'il faut anticiper sur les mesures de prévention hygiène devant tout cas de syndrome grippal pour ne pas avoir à regretter si je savais, je ne savais, je savais. C'est la même question qui se pose. Je demande toujours aux étudiants, lorsque vous avez un cas de fièvre hémorragique, eh bien, commencez par éliminer d'abord la plus grave, la plus dangereuse, la plus contagieuse, avant de commencer à faire les prélèvements. C'est vraiment une parenthèse qui n'est pas de trop. Hein. Si vous avez un cas de fièvre hémorragique, par exemple, et vous faites des prélèvements, vous envoyez un peu partout, dans tout le laboratoire, numération par-ci, biochimie par-ça, par-là, et après, vous vous rendez compte après que ce n'est pas, que c'est un cas de voilà, mais vous avez créé la panique, vous avez contribué à essayer ces microbes. C'est la même chose pour COVID-19. Si on banalise les mesures de prévention et qu'on pense toujours grippe, on se rend compte que ce n'était pas une grippe. On a déjà embrassé les chiens, on a embrassé des collègues, on a été au marché, on a été aux événements sociaux. Vous imaginez les dégâts qu'on fait. Donc, chaque fois qu'il y a une grippe, demandez à vos malades d'anticiper sur les préventions, les mesures préventives, qu'on déjà constater une maladie grave, une maladie contaminante, et prendre de l'avance sur les mesures de prévention. Après, si on se rend compte que ce n'est pas Covid, vous n'avez rien perdu. De toute façon, il est bien de protéger aussi les enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont une comorbidité pour la grippe. La grippe est tue, hein? Elle tue. Et les Occidentaux ne blaguent pas avec, surtout les personnes âgées. Voilà, ça c'était la deuxième. La troisième, rendre disponible des tests. On remarque aussi que dans les structures de santé, comme on l'a dit à notre réunion passée, il y a des TDR qui manquent parfois dans certains endroits. Et même la PCR, c'est un luxe hein, pour certains services. Voilà, c'est tout. C'était des recommandations. Merci beaucoup, chers participants. Merci en voyant des signaux. Je rappelle que cher maître. Docteur Sylvain, c'est un peu le parti photographier son village. D'accord. Avec cette belle photo, cette belle image, nous tirons à la fin de notre séance. Il est 14h16. Donc, merci beaucoup à Dr Sidibé qui s'est prêté vraiment à l'exercice. Merci à tous nos chers maîtres qui ont apporté leur contribution pour enrichir la prise en charge de ce patient. Merci à professeur Soukalo. Merci à tous les participants venant du Mali particulièrement. On fait un bon pour eux parce qu'ils ont été vraiment mobilisés
Merci à tous les autres participants également qui nous ont rejoints. Merci de participer au feedback. Et on se donne rendez-vous le 19 février, oui, avec un autre thème, hein, et ça sera avec le professeur Kraoufoué. Sur ce, bon après-midi à tous. Et puis, on n'oublie pas de faire le feedback. Merci, au revoir. On peut ouvrir les caméras, se dire au revoir. Salimata, arrêtez le partage, s'il vous plaît. Allô? Oui, docteur Salimata. Oui, je voulais juste ajouter quelque chose. On a eu un cas. On a eu un cas d'infection COVID. D'accord. Et après le traitement, la personne est revenue avec des douleurs thoraciques, essoufflement. Docteur Salimata. Oui. On va vous écrire, mettez votre mail dans le chat. On va vous écrire et puis on va présenter ce cas-là à une autre session. Votre mail dans le chat. Comme ça, on va rester en contact. Docteur Salimata? Oui, je l'avais déjà mis dans le chat. Ok. Donc, comme nous sommes à la fin, les gens ont commencé à se déconnecter. Je vais rentrer en contact avec vous. On va renseigner le formulaire et puis on va présenter ce cas aussi très intéressant parce que pas de souci. Ça sera très intéressant. Oh, à la place. Au revoir. Merci à tous. Bon après-midi et puis au